Au sein de la droite américaine, une fracture profonde s'est accentuée depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. Elle oppose les conservateurs traditionnels, historiquement pro-israéliens, à une mouvance isolationniste et nationaliste se revendiquant du courant America First. Des influenceurs comme Candace Owens, renvoyée de The Daily Wire pour des propos accusés d'antisémitisme et pour ses critiques virulentes du lobby sioniste, ou Tucker Carlson, ancien animateur vedette de Fox News, licencié abruptement en avril 2023, qui remet en cause l'influence jugée excessive des groupes pro-israéliens comme l'AIPAC sur la politique étrangère américaine, incarne cette critique du lobby juif, une critique souvent perçue comme glissant vers des tropes antisémites classiques, double loyauté, contrôle des médias, manipulation politique. Cette rhétorique, alimentée par la lassitude face aux guerres interminables, gagne du terrain chez les jeunes électeurs républicains. Elle provoque toutefois de vives réactions de la part de figures mainstream comme Ben Shapiro ou plusieurs sénateurs républicains qui y voient à la fois un risque de fracture durable de la coalition conservatrice et la résurgence de préjugés historiques dangereux. Ce débat, largement amplifié sur des plateformes comme X, interroge la frontière de plus en plus floue entre la critique légitime d'une politique étrangère et le dérapage antisémite au sein du mouvement MAGA à la fin de l'année 2025. Vous êtes sur Métapolitique. Bienvenue sur cette chaîne qui propose des versions audio de mes articles publiés sur le blog du même nom. Vous y trouverez également des critiques et des résumés de livres qui m'ont intéressé. Commençons d'abord par décrire qui est Nick Fuentes. Nick Fuentes est un influenceur qui incarne cette critique du lobby juif et qui exerce aujourd'hui une influence grandissante sur une partie de l'opinion américaine. Je dois avouer que je ne m'étais pas réellement intéressé à ce personnage jusqu'à récemment. J'en avais entendu parler de manière assez vague, principalement parce qu'elle critique régulièrement l'un des commentateurs que je respecte le plus dans le paysage des podcasts de droite aux États-Unis, Matt Walsh. Une critique qui, au final, semble largement orientée par une hostilité ancienne et tenace envers Ben Shapiro, fondateur de The Daily Wire, le média sur lequel Matt Walsh anime son émission. Nick Fuentes a été repéré il y a une dizaine d'années, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il revendiquait déjà représenter le mouvement MAGA au sein de son université, participait à des débats publics et commençait à fréquenter différentes personnalités de droite durant la période de promotion de la candidature de Donald Trump en 2016. À un certain stade, il sera mis à l'écart pour des positions jugées excessives que l'on pourrait qualifier d'antisémites. De son côté, Fuentes les présente comme de simples interrogations sur l'influence d'Israël dans la politique américaine. Déjà perçu comme brillant à l'époque, il animait un podcast intitulé America First. Il en sera toutefois évincé en raison de propos considérés comme extrémistes, ce qui l'entraîne progressivement dans une spirale de surenchère et d'outrance. En relançant son podcast sur YouTube, il subira en 2020 un déplatforming généralisé touchant la quasi-totalité des grands réseaux sociaux et des services de diffusion en ligne. Passons maintenant à un point central de son parcours, le déplatforming et le recours à des plateformes alternatives. Quoi que l'on pense du personnage, Nick Fuentes a fait l'objet d'un véritable harcèlement administratif et financier. Celui-ci s'est traduit par une exclusion quasi totale de la plupart des grandes plateformes numériques. Ses comptes ont été supprimés des principaux réseaux sociaux et services de diffusion, YouTube, Twitch, Reddit, Facebook, Instagram, Twitter avant d'y être réintégré en 2024 par Elon Musk, mais aussi Spotify, TikTok, Clubhouse, entre autres. Les services financiers et de paiement ont suivi le mouvement. PayPal, Venmo, Patreon, Shopify, Stripe, Streamlabs, Coinbase. Tous l'ont banni, lui interdisant toute forme de monétisation conventionnelle. Fuentes affirme également que ses comptes bancaires ont été gelés, notamment chez Bank of America, et qu'il lui a été pendant un temps impossible d'en ouvrir de nouveau. Il indique également qu'il a été inscrit sur une liste fédérale d'interdiction de vol, une restriction qui aurait depuis été levée. Loin de l'affaiblir, cette diabolisation va contribuer à le radicaliser davantage et à le conforter dans ses thèses. Face à cette mise au ban généralisée, il diffuse depuis octobre 2021 son podcast et ses live-streams principalement sur Cozy.tv, une plateforme qu'il a co-lancée avec Alex Jones afin de contourner la censure. Il utilise également Rumble, une alternative moins restrictive à YouTube pour ses diffusions d'émissions.
Certains épisodes y attirent régulièrement plus de 100 000 spectateurs. Enfin, il apparaît de manière plus ponctuelle sur Kik lors d'interventions en live occasionnelles. Poursuivons avec ce que l'on peut appeler les événements clés et les actions marquantes de Nick Fuentes et de son entourage. En 2019, les partisans de Fuentes, qui se désignent eux-mêmes sous le nom de Groypers, commencent à harceler Charlie Kirk, ainsi que les événements organisés par Turning Point USA. Cet épisode prendra le nom de Groypers War. L'objectif est clair, exposer Charlie Kirk comme un faux conservateur. Selon eux, il serait trop favorable à l'immigration légale, trop aligné sur Israël et trop tolérant sur les questions LGBT pour incarner véritablement l'agenda America First. En novembre 2022, Nick Fuentes et Kanye West participent à un dîner privé avec Donald Trump. Cet épisode très médiatisé marque un tournant. Fuentes finira par prendre ses distances de Trump et en août 2024, il lancera ce qu'il appelle la Groyper War 2, cette fois directement contre la campagne présidentielle de Trump. Même trolling en ligne et manifestations alors utilisées comme levier pour pousser des positions plus radicales à droite. En 2025, Fuentes ira jusqu'à qualifier Donald Trump d'escroc, lui reprochant notamment son échec de publier les dossiers Epstein, pourtant promis durant sa présidence. Passons maintenant aux apparitions récentes de Nick Fuentes et à son influence croissante en 2025. Tout au long de l'année 2025, les médias mainstream américains ont commencé à mettre en lumière son influence grandissante sur une partie de la droite politique. Depuis la mi-2025, il est invité par la plupart des grands podcasteurs de droite américains avec, à chaque fois, des audiences particulièrement élevées. Il intervient notamment chez Candace Owens le 11 juillet 2025. Ancienne figure de Turning Point USA, elle est devenue indépendante après sa rupture avec The Daily Wire. En septembre 2025, Fuentes apparaît également chez Russell Brand, comédien et acteur britannique reconverti en commentateur spirituel et politique qui bénéficie d'une audience massive sur les réseaux alternatifs. Toujours en septembre, il est invité sur le PBD podcast animé par Patrick Bet-David, entrepreneur américain d'origine iranienne et fondateur de Valuetainment, connu pour ses longues interviews sans filtre avec des personnalités controversées. Le 8 octobre 2025, Fuentes intervient chez Dave Smith, comédien libertarien, juif, animateur du podcast Part of the Problem et critique virulent de la politique étrangère américaine ainsi que de l'aide à Israël. Il est ensuite invité en octobre 2025 sur le Tucker Carlson Show, animé par Tucker Carlson, ancien présentateur vedette de Fox News, devenu indépendant et figure centrale de la droite américaine, dont les émissions totalisent des dizaines de millions de vues. Le 4 décembre 2025, Fuentes apparaît chez Steven Crowder, animateur de Louder with Crowder, connu pour son style provocateur et ses débats de rue. Enfin, en décembre 2025, il est invité par Piers Morgan, journaliste britannique et ancien présentateur de CNN, réputé pour ses interviews frontalement confrontationnelles. L'interview avec Tucker Carlson, diffusée le 28 octobre, dépasse à ce jour les 20 millions de vues. Un chiffre considérable qui témoigne de la capacité de Fuentes à capter l'attention malgré ou peut-être grâce à son exclusion prolongée des plateformes mainstream. Cette interview de plus de 2 heures revêt une portée symbolique forte. Elle constitue une forme de consécration médiatique. Tucker Carlson y reconnaît explicitement que Fuentes gagne en influence et cherche à comprendre, voire à capter cette dynamique. A l'inverse, l'interview avec Piers Morgan, diffusée le 9 décembre 2025, adopte un ton beaucoup plus conflictuel. Elle atteint 1 million de vues en seulement 5 heures, devenant rapidement virale. Morgan y adopte une posture ouvertement contentieuse, cherchant à pousser Fuentes dans ses retranchements sur ses positions concernant les Juifs, Hitler et l'Holocauste. En qualifiant Morgan de boomer, Fuentes donne un aperçu de l'une des clés de sa popularité. Il incarne une génération de jeunes Américains sans lien émotionnel ou historique avec l'Holocauste et sans intérêt particulier pour sa commémoration. Face aux questions pièges, Fuentes se montre joueur et moqueur. Les tentatives de Morgan pour le déstabiliser, en lui présentant des extraits de quelques secondes tirés de longs monologues, en l'interrogeant sur une plaisanterie de son père, sur sa virginité ou sur ses fréquentations, se révèlent largement inefficaces, voire contre-productives. Il ira jusqu'à réaffirmer, sourire aux lèvres, qu'il est raciste et qu'Hitler était cool.
Cette séquence illustre l'impasse de la stratégie d'affrontement moralisateur. Plus Morgan cherche à le piéger, plus Fuentes apparaît détendu et amusé face à un intervieweur perçu comme agressif et de mauvaise foi, une posture qui renforce son image de dissident imperturbable auprès de son public. Il faut enfin reconnaître que Fuentes est un débatteur redoutable. Il est calme, articulé et souvent pédagogique dans l'exposition de ses idées. Cette maîtrise nourrit cependant une critique récurrente. Fuentes aurait deux visages, celui des interviews et des podcasts, où il reste fidèle à ses positions tout en évitant l'outrance, adaptant son discours à un public élargi, et celui de son propre show, America First, où il se livre à des monologues de plusieurs heures libérés de toute retenue. Qu'en est-il de ses vues et de sa rhétorique? Que peut-on réellement dire de ce que pense Nick Fuentes? Pas grand-chose de définitif. Il n'a rien écrit. Il faut donc se contenter de ses interviews et de ses heures de streaming quotidien, accumulées sur près de 10 ans. Et sur ce dernier point, il n'y a pas grand-chose de très exploitable. Dans ses émissions interminables, il part souvent dans tous les sens, oscillant en permanence entre la blague potache et l'outrance assumée. Le personnage a quelque chose du gamin présomptueux. Son principal fait d'armes serait d'avoir, selon lui, percé à jour le contrôle d'Israël sur le gouvernement américain, et en particulier d'avoir annoncé avant tout le monde que les États-Unis attaqueraient l'Iran, comme s'il fallait être devin pour formuler une telle hypothèse, et comme si par ailleurs l'Iran ne faisait absolument rien qui puisse justifier l'éventualité d'une destruction de ses installations nucléaires. Rappelons que l'ayatollah Khomeini annonçait déjà il y a plus de 50 ans que l'objectif ultime de son régime était la destruction d'Israël. Cela étant dit, Fuentes met aussi le doigt sur certaines réalités. Il soulève des éléments pertinents concernant la question identitaire américaine et la pression migratoire qui s'exerce plus largement sur l'Occident. Mais son sujet central se situe ailleurs. En tant que chrétien blanc, il affirme vouloir que les États-Unis demeurent majoritairement blancs et chrétiens. Et il est pratiquement le seul à l'énoncer de manière aussi directe, sans craindre l'accusation de racisme. C'est une question qui a longtemps été balayée sous le tapis, jugée infréquentable, voire interdite. Une question qui, pourtant, mérite d'être posée. Après tout, le Japon serait-il encore le Japon s'il devenait un pays où les Japonais seraient minoritaires ? Abordons maintenant un point central et problématique, la rancœur personnelle de Fuentes à l'égard des Juifs, qui l'a mené à adopter les théories du complot classiques concernant cette communauté. Malheureusement, l'hostilité de Nick Fuentes envers les Juifs semble largement enracinée dans un épisode personnel. Il y a une dizaine d'années, il commence à se constituer un réseau de contacts au sein de The Daily Wire et envisage d'y intervenir. Il raconte avoir ensuite été blacklisté par l'ensemble de ses anciens contacts au sein de cette équipe. À partir de là, il assimile immédiatement ce média à un organe du lobby juif. Sur la question de l'influence israélienne, les points de vue peuvent toutefois légitimement diverger selon que l'on se place du côté américain ou français. Les États-Unis sont clairement engagés aux côtés d'Israël dans ces conflits. Les impôts des contribuables américains financent une aide substantielle à l'État hébreu, mais aussi à l'Égypte et à la Jordanie, afin d'assurer leur coopération dans le prolongement des accords de paix signés à Camp David en 1979, puis avec la Jordanie en 1994. Il est également évident que les États-Unis ont des intérêts économiques et stratégiques en Israël, et la présence de Juifs influents dans les cercles de pouvoir américains implique de fait l'existence d'un lobby pro-israélien. Sur ce point précis, Fuentes est parfaitement en droit de s'y opposer politiquement. Là où il sort du raisonnable, c'est lorsqu'il attribue aux Juifs, en tant que groupe, la responsabilité de la diffusion des idées progressistes aux États-Unis. Le melting pot, le néo-féminisme et plus largement l'idéologie progressiste. Certes, des intellectuels juifs ont contribué à ces courants, comme ils ont aussi participé à la promotion du socialisme ou du communisme, mais des intellectuels français, allemands ou britanniques également. Il suffit de rappeler le rôle majeur de la French Theory. Des penseurs comme Foucault, Derrida, Deleuze ou Baudrillard ont largement irrigué les campus américains, nourrissant les gender studies et la pensée déconstructionniste. Sur ce terrain-là, la responsabilité est largement partagée.
Imputer une responsabilité collective à un groupe entier sur la base des positions de certains de ses membres correspond précisément à la définition du raisonnement conspirationniste. À partir de là, on bascule de la critique politique vers la théorie du complot. Par ailleurs, s'il faut aller sur ce terrain, les Juifs ont autant leur place aux États-Unis que n'importe quel Européen. Présents en Europe depuis plus de 1500 ans, ils comptent parmi les plus anciens immigrants du continent américain. Les premiers colons juifs arrivent à New Amsterdam en 1654, soit 122 ans avant l'indépendance américaine. Au moment de la Révolution, 2 à 3 000 Juifs vivent déjà dans les colonies. Certains participent activement à l'effort d'indépendance. Haï Salomon fut notamment l'un des principaux financiers de la Révolution américaine. Les Juifs américains ne sont donc pas des étrangers récents venus subvertir la nation. Ils font partie intégrante de son histoire depuis ses origines. En me renseignant sur Fuentes, j'ai également réalisé que plusieurs personnalités médiatiques américaines étaient juives. Dave Rubin, par exemple. Très honnêtement, je ne l'avais jamais remarqué, et cela n'a pour moi aucune importance. On peut comprendre qu'un Ben Shapiro paraisse excessivement aligné dans sa défense d'Israël, mais réduire l'ensemble des Juifs américains à un bloc monolithique pro-israélien, c'est ignorer la diversité réelle de leur position. Sam Harris adopte une posture bien plus nuancée. Dave Smith, libertarien et juif, est ouvertement critique de la politique israélienne et de l'aide américaine à l'État hébreu. Glenn Greenwald, journaliste juif, figure parmi les critiques les plus virulentes du lobby pro-israélien. Bernie Sanders dénonce régulièrement le traitement réservé aux Palestiniens. Et Norman Finkelstein, fils de survivant de l'Holocauste, a fait de la critique d'Israël le combat central de son vita intellectuel. Le lobby juif uniforme que dénonce Fuentes n'existe tout simplement pas. Les Juifs américains couvrent l'intégralité du spectre politique, du soutien inconditionnel à Israël jusqu'à la critique la plus radicale. La question centrale est donc comment on fabrique un négationniste. Le parcours de Nick Fuentes rappelle à bien des égards celui de Dieudonné ou de Alain Soral en France. On y retrouve le même mécanisme de mise en boucle progressive sur la question juive, déclenché par un conflit initial. Pour Dieudonné, ce sont les critiques suscitées par un sketch sur les colons en Cisjordanie. Pour Alain Soral, son éviction des cercles médiatiques parisiens. Pour Fuentes, son blacklistage par The Daily Wire. À partir de là, l'engrenage se met en place. La rancœur personnelle se transforme peu à peu en grille de lecture totalisante et le lobby juif devient l'explication universelle de tous ses échecs, de toutes ses exclusions et de tous ses revers. Lorsque Fuentes lâche la formule provocatrice « Hitler was cool », je doute qu'il s'agisse d'une admiration réelle. Il exprime plutôt une lassitude générationnelle que partagent de nombreux jeunes Américains d'une vingtaine d'années. Une fatigue face à l'invocation quasi automatique de Hitler et du nazisme comme argument massif dans tout débat politique. À force de se voir opposer le point Godwin à la moindre opinion dissidente, certains finissent par trouver la provocation non seulement tentante, mais jouissive. Ce n'est pas tant une adhésion idéologique qu'un bras d'honneur adressé à la bien-pensance et au discours moralisateur dominant. Sur la question de l'Holocauste, Fuentes développe d'ailleurs, dans son entrevue avec Piers Morgan, un argumentaire particulièrement révélateur de l'état d'esprit de sa génération. Le truc, c'est que ma génération en a simplement fini avec ses réactions outrées et hypocrites. Je pense vraiment que chaque mort est une tragédie, quel que soit le nombre de Juifs morts dans l'Holocauste. Je ne suis pas un historien de la Seconde Guerre mondiale, donc je suis ouvert à croire le récit officiel. J'ai aussi lu certaines théories du complot, et pour vous dire la vérité, c'est un débat. Mais vous savez ce qui est intéressant, dans de nombreux pays, il n'est même pas légal d'en parler. Et c'est vraiment là que commence et s'arrête mon intérêt pour l'Holocauste. Si vous voulez remettre en question le chiffre, vous serez jeté en prison dans environ 17 ou 18 pays européens. Je pense que c'est là la conversation la plus intéressante. Cela ressemble presque à un dogme religieux en Occident. Aucun autre génocide, aucune autre atrocité n'est traitée de cette manière. Pouvez-vous imaginer si, aux États-Unis, on disait que le nombre de Palestiniens tués à Gaza est de 100 000 et que si vous contestez ce chiffre, vous allez en prison, vous êtes banni de X, vous ne pouvez plus avoir d'emploi.
C'est cette partie qui est totalement insensée. Je pense que cela en réalité nuit à la cause. Si votre objectif, et je ne parle pas de vous personnellement, Piers Morgan, mais si votre objectif en tant que défenseur de la sensibilisation à ce sujet est de convaincre tout le monde que c'est ainsi que l'Holocauste s'est déroulé, la dernière chose que vous voudriez faire serait de dire que quiconque n'est pas d'accord va en prison, est banni et n'a pas le droit de le dire. Sur ce point précis, il a raison. Les lois restreignant la liberté d'expression sur ce sujet se sont révélées contre-productives. Elles ont transformé un fait historique massif et documenté en version officielle qu'il serait interdit de questionner, alimentant précisément le soupçon qu'elles prétendaient combattre. Résultat, on a aujourd'hui un type de 27 ans qui se vante de poser des questions depuis 10 ans et fédère des millions de jeunes Américains convaincus qu'on leur cache quelque chose. L'interdit a fabriqué le doute. Le problème avec Nick Fuentes, c'est qu'il avance des arguments raisonnables sur à peu près tous les sujets, mais il les aborde avec un esprit à la fois outrancier et revanchard, qui finit par saboter systématiquement son propre discours. Revanchard, d'abord, parce qu'il a été mis au banc dès qu'il a commencé à critiquer ce qu'il appelle la juiverie internationale et son influence sur la politique américaine. Banni des plateformes pendant des années, il n'accède à une visibilité mainstream qu'à partir de la mi-2025, alors même qu'il produit des podcasts depuis près de 10 ans. Cette longue période d'ostracisme a nourri une rancœur profonde qui imprègne désormais chacune de ses prises de parole. Outrancier, ensuite, parce qu'il verse dans l'anathème là où la nuance servirait bien mieux sa cause. Il critique J.D. Vance pour avoir épousé une indienne. Il amalgame l'ensemble des Juifs en une coterie homogène. Il les accuse d'être responsables du progressisme dans son ensemble, le féminisme, le melting pot et tout le reste. Sans parler de ses sorties répétées sur Hitler ou Staline qu'il prétend admirer, ni de ses provocations récurrentes autour de l'Holocauste. Je comprends toutefois qu'à 20 ans, dans l'Amérique des années 2020, on puisse en avoir assez d'entendre parler de Hitler ou de l'Holocauste à tout bout de champ. Pour beaucoup, c'est hors sujet, cela ne concerne plus personne directement, et c'est devenu une stratégie rhétorique typiquement gauchiste, qualifiée de raciste, de fasciste ou de nazi, quiconque émet la moindre critique. Le résultat, c'est un personnage comme Fuentes, qui choisit l'outrance inverse, uniquement pour provoquer, pour faire chier le monde. Et force est de constater que la stratégie fonctionne. Des centaines de milliers de followers, des interviews qui dépassent les millions de vues. Fuentes est devenu un phénomène, le produit paradoxal d'une censure qui prétendait l'étouffer, mais qui l'a en réalité propulsé. Abordons maintenant la question identitaire blanche, qui se trouve au cœur de la pensée de Nick Fuentes. Au centre de son raisonnement se trouve une analyse froide de la politique américaine envisagée comme un jeu de pouvoir ethnique. Selon lui, dans une société multiraciale où les Blancs sont en passe de perdre leur hégémonie démographique, il n'existe que 2 scénarios possibles pour leur survie politique. Premier scénario, personne n'adopte de politique identitaire. Chaque individu est alors traité selon ses mérites, sans considération de race. C'est l'idéal d'une méritocratie aveugle à la couleur de peau. Second scénario, chaque groupe s'engage pleinement dans la politique identitaire et défend explicitement ses intérêts collectifs. Or, constate Fuentes, le premier scénario n'existe pas dans la réalité. Les Noirs, les Hispaniques et les Juifs poursuivent ouvertement leurs intérêts raciaux ou communautaires. Seuls les Blancs s'interdisent de le faire, et selon lui, se font ainsi dévorer tout cru. La politique, affirme-t-il, est un jeu d'équipe. Dans une ville comme Chicago, par exemple, un candidat blanc dépourvu de base ethnique organisée n'obtient ni ressources, ni soutien, ni considération. Puisque les autres groupes ne renonceront pas à la défense de leurs intérêts, il serait donc, selon Fuentes, plus réaliste pour les Blancs de s'unir que d'espérer convaincre les autres de se dissoudre dans un universalisme abstrait. Sans conscience raciale, prévient-il, les Blancs se retrouveraient à la merci d'une coalition hostile structurée autour de griefs historiques tels que le colonialisme ou l'esclavage. Ils pourraient alors connaître, selon lui, le sort des fermiers blancs au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. Sur la question juive, son raisonnement est le suivant. Le rejet de toute politique identitaire blanche profiterait avant tout aux Juifs. Cela leur permettrait de ne pas être exclus d'un groupe blanc élargi, tout en conservant leur propre solidarité communautaire, ainsi que leur propre État, Israël. Des figures comme Ben Shapiro, accuse-t-il, présenteraient ce qui sert leurs intérêts particuliers comme relevant du bien commun, tout en maintenant une allégeance prioritaire envers Israël.
Enfin, Fuentes invoque la notion de biodiversité humaine pour expliquer les disparités sociales persistantes. Si l'on postule une égalité de départ entre tous les groupes, alors la seule explication possible aux écarts de réussite devient le racisme systémique, une lecture qui justifierait, selon lui, une pénalisation permanente des Blancs. Cette logique mènerait inévitablement à leur dépossession progressive. Sa conclusion est sans ambiguïté: les Blancs doivent, selon Fuentes, développer leur propre conscience de groupe, défendre leurs intérêts, préserver leur culture et leur communauté, et cesser d'écouter ceux qu'ils désignent comme les partisans d'Israël d'abord. Je ne partage pas le point de vue de Nick Fuentes que je viens d'exposer, car ça constitue pour moi une impasse tribale. En France, la question ne se pose même pas dans ces termes. Le pays est ancestralement européen et le modèle républicain repose précisément sur le refus du communautarisme. Accepter la logique tribale défendue par Fuentes reviendrait à entériner l'échec de l'assimilation et à légitimer la fragmentation ethnique du corps national. Mais même appliqué aux États-Unis, je ne trouve pas cet argument pertinent. Le pays a été fondé par des Européens. Les pères fondateurs, la Constitution, les institutions, la culture dominante, tout cela relève d'un héritage européen. Les Américains d'ascendance européenne n'ont donc pas à se constituer un groupe de pression ethnique parmi d'autres. Ils peuvent légitimement exiger le maintien du statu quo fondateur. C'est simplement de la continuité historique. Tout en me considérant moi-même comme identitaire, attaché à la préservation de la civilisation européenne, de sa culture et de son héritage, je ne suis pas d'accord avec la stratégie de Fuentes. Elle consiste à accepter la prémisse adverse, celle selon laquelle l'Amérique serait une arène où des tribus ethniques se disputent le pouvoir. Autrement dit, c'est concéder le terrain avant même de livrer le combat. Son raisonnement repose sur une idée qu'il accepte comme une fatalité. Puisque les autres pratiquent la politique identitaire, les Blancs devraient faire de même. C'est entériner le communautarisme pour mieux y participer. Or, cette logique de blocs ethniques en compétition permanente ne peut mener qu'à la balkanisation et au conflit. C'est un jeu à somme nulle où chaque groupe se définit contre les autres. La position que je défends est exactement inverse. Il ne s'agit pas de rejoindre la course aux identités, mais de combattre le communautarisme lui-même, de refuser que quiconque, noir, hispanique, juif ou blanc, joue ce jeu, de défendre un modèle où l'appartenance nationale prime sur l'appartenance ethnique et où le citoyen existe avant le membre d'une communauté. C'est plus difficile, bien sûr. Cela suppose de s'opposer aux revendications identitaires des uns sans céder à la tentation d'en formuler soi-même. Mais c'est la seule voie qui ne mène pas à la guerre de tous contre tous. Fuentes propose aux Blancs de devenir un groupe de pression ethnique parmi d'autres. Je pense au contraire qu'il faut démanteler même la légitimité de ces groupes de pression. L'identité que je défends n'est pas raciale, elle est civilisationnelle. Elle ne s'oppose pas aux autres en tant qu'ethnie, mais elle défend un héritage, des valeurs, une vision du monde. Cette distinction est fondamentale. Fuentes enferme les Blancs dans une logique tribale. L'anticommunautarisme, lui, vise précisément à les libérer. Bien sûr, Nick Fuentes représente aujourd'hui le démon absolu pour la gauche américaine. Et comme beaucoup, je dois avouer que je souris en les voyant entrer en crise de nerfs face à un type de 27 ans capable d'extrémiser le débat à une vitesse qu'il n'avait manifestement pas anticipée. C'est d'autant plus savoureux que le personnage ne correspond en rien au cliché du suprémaciste blanc menaçant. Fuentes est un incel autoproclamé, puceau à 27 ans, avec une tête de gentil garçon et un débit de beau parleur. Pas de crâne rasé, pas de tatouage, aucun appel à la violence. Au contraire, il répète régulièrement qu'il ne hait personne et qu'il défend le processus démocratique. Il ne cherche même pas à se présenter comme candidat. Son objectif n'est pas de prendre le pouvoir, mais d'influencer le débat public afin que des politiques qu'il juge favorables soient mises en œuvre. C'est un agitateur d'idées en costume, pas un putschiste en treillis. Son objectif affiché est clair, déplacer la fenêtre d'Overton le plus à droite possible. Et sur ce point précis, force est de constater que c'est un succès. Des positions qui auraient entraîné une mort sociale immédiate il y a 5 ans sont aujourd'hui discutées sur les plus grandes plateformes. Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, Nick Fuentes a contribué à élargir le champ du disciple. Et c'est précisément cela que la gauche américaine ne lui pardonne pas.